Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge, et aujourd'hui je reçois Amazing. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. On se vous voit? On se peut se tutoyer. Très bien, et toi? Ouais, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bah écoute, moi c'est Marvin, j'ai 25 ans et je suis un des cofondateurs de Amazing. D'accord. Moi du coup c'est Eudoxie, j'ai 21 ans et je suis manager pour l'équipe Valorant d'Amazing. Du coup, bonjour Serge. Morgane, j'ai 25 ans aussi. Je suis deuxième fondateur avec Marvin d'Amazing. Très bien. À quel moment vous avez flippé? Alors c'était en sortant de mes études, donc il y a maintenant 1 an et demi, donc en septembre 2020. J'ai eu ce déclic de me dire que il fallait que je fasse quelque chose qui me passionne dans ma vie, plus que ce que je faisais déjà de base dans mes études. Il me fallait quelque chose où que je puisse apporter, on va dire, ma vision des choses, comme un projet auquel je peux m'y attacher, auquel je peux entreprendre aussi dedans. Et les jeux vidéo et l'e-sport, ça a toujours été depuis plusieurs années quelque chose auquel j'étais très attaché. Donc pour moi, ça a été un déclic juste à ce moment-là en sortant de mes études, quoi. Moi, j'ai rejoint Amazing cet été. Avec Marvin, on se connaît depuis le collège, depuis 6e. Enfin voilà, on s'est rencontrés au collège. On a toujours joué ensemble, Call of Duty. Enfin voilà, on a commencé par là, un Kotaga, un petit peu comme à notre âge, c'était un petit peu tout le monde ça. On a ensuite, les études ont fait on a chacun pris notre chemin, notre propre parcours. On a repris contact justement cet été et il m'a parlé d'Amazing. Moi, j'avais déjà mon travail. J'étais ça faisait 5 ans que j'étais dans mon ancienne société et il me présente le projet. Moi, j'ai toujours adoré la compétition, l'e-sport, le sport, j'ai joué à un très bon niveau aussi et j'ai suivi un petit peu ce qu'il faisait. J'ai commencé à vraiment bien adhérer. J'ai dit mais en fait c'est ça, c'est génial, c'est ce que je veux faire ça de ma vie. J'aime mon taf, mais à côté il y a la passion et là il y a Amazing, donc let's go, on y va. Et puis il m'a proposé de le rejoindre sur le projet et c'est comme ça que j'ai rejoint Amazing. Moi du coup j'ai toujours depuis que je connais un peu le monde de l'e-sport, j'ai toujours aimé manager et il s'avère que j'étais à la recherche d'une équipe et que j'avais quelqu'un que je connaissais depuis 2 ans, donc Kilou, le capitaine de l'équipe, qui m'a dit qu'il recherchait un manager chez Amazing. Du coup j'ai fait une période d'essai où je me suis vraiment impliquée dans la structure et je me suis rendu compte que il y avait vraiment de l'avenir là-dedans, que ça pouvait aller loin et j'ai décidé de m'investir à fond et me voilà avec eux. C'est très bien, du coup vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce que Amazing par la même occasion. Du coup, Amazing c'est très simple, donc on est un club e-sportif, donc il faut prendre ça comme un club traditionnel dans le monde du sport, hein, donc un club de foot, un club de basket. Sauf que nous, on joue pas au basket ou au foot, mais on joue aux jeux vidéo. Mais pas n'importe quel jeu vidéo, ça va être des jeux vidéo comme par exemple League of Legends et Valorant, qui sont des jeux très compétitifs, qui ont déjà une scène e-sportive qui est très développée, maintenant on parle de monde professionnel, avec des joueurs qui sont rémunérés pour ça, avec des compétitions dans le monde entier. Et notamment aussi, comme dans le foot, des gens qui regardent la télé, nous aussi on a nos propres spectateurs, nos propres fans. Et du coup aujourd'hui c'est ça l'e-sport, et nous on est un club d'e-sport. Et par exemple, comparé à un stade de foot où les gens viennent, il y a combien de spectateurs qui peuvent regarder un match de Valorant ou autre? Alors justement, ça diffère en fonction des jeux et des scènes. Chaque jeu a ses propres spectateurs, mais on va dire en termes de chiffres, c'est plusieurs millions de spectateurs, surtout si on va dans des grosses compétitions, notamment les championnats du monde. Sur certains jeux, oui, ça c'est dans le monde entier, et surtout que nous on a la chance que tout est digitalisé. Donc c'est-à-dire que même si et d'où notamment avec le Covid qui est arrivé ces dernières années, nous on n'a pas cette barrière là, et justement en fait ça fait qu'on ramène beaucoup plus de personnes qu'on peut croire, et donc c'est plusieurs millions de personnes. Très bien. Vous avez un jeu préféré? Oui. Moi personnellement c'est Valorant. Je suis accro à ce jeu, je l'adore, je l'aime. J'ai League of Legends aussi, c'est nos deux jeux, donc c'est les deux jeux sur lesquels on est. J'aime League of Legends, j'aime Valorant, mais mon préféré ça reste Valo à 100%, vraiment. Moi c'est League of Legends parce que c'est un peu le jeu de cœur que j'ai depuis plusieurs années maintenant. J'aime le jeu de stratégie qu'il est, et j'aime beaucoup aussi la scène e-sportive qui s'est développée autour. Je suis notamment pas mal de joueurs et d'équipes dessus, donc voilà. Mais après c'est sûr que si nous on se développe sur d'autres jeux, et donc moi il y a plein d'autres jeux aussi que j'adore, notamment Valorant. Très bien. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez expliquer un peu League of Legends et Valorant? Moi je vais commencer du coup par Valorant. Pour faire simple, je pense que tout le monde, les personnes qui ont déjà un petit peu joué aux jeux vidéo voient ce que c'est que Counter-Strike, peut-être un peu moins Overwatch.
c'est le rassemblement de ces deux jeux-là qui ont fait un FPS tactique avec la même dynamique d'Overwatch, et c'est ce qui fait un jeu aussi très agréable à regarder. Par exemple, sur Counter-Strike, il y a un peu cet amalgame de terroristes, antiterroristes, AK-47. Sur Valorant, la bombe va s'appeler le Spike, ça va être attaquant, défenseur. Donc c'est beaucoup plus simple, même pour les personnes qui regardent, de comprendre, et il n'y a pas ce côté très oulala, c'est la guerre, quoi, pas du tout. Voilà, ensuite, je laisse Marvin pour League of Legends. Et bien, pour League of Legends, c'est simple, c'est ce qu'on appelle un MOBA, qui veut dire Multiplayer Online Battle Arena, en anglais. Donc c'est en fait, on est dans une sorte d'arène, dans d'une carte, où deux équipes de 5 joueurs s'affrontent, et le but c'est d'attaquer et de détruire la base adverse. Et donc pour ça, pour y parvenir, il y a différents personnages qui ont différentes compétences et qui vont permettre, stratégiquement parlant, à l'équipe de prendre des avantages dans la carte et de petit à petit gratter du terrain plus que l'équipe adverse, jusqu'à détruire la base ennemie et gagner la partie. Et toi, t'as un jeu préféré ? Moi, du coup, mon jeu préféré, je dirais que c'est Overwatch, justement, comme Morgane l'a évoqué juste avant. C'est un jeu dans lequel je me suis lancée depuis ses débuts. C'est le jeu qui m'a fait découvrir la scène, qu'est-ce que c'est que l'e-sport, en fait. Et c'est aussi le jeu qui m'a amené sur Valorant, que j'aime énormément maintenant et sur lequel je travaille maintenant. Et du coup, si je dois vraiment choisir un préféré, ce serait Overwatch, suivi de près par Valorant. Et vous avez signé récemment un partenariat avec le Coq Sportif. Ça vous apporte quoi exactement ? Pour nous, déjà, c'est une grosse fierté parce que le Coq Sportif, avant même de se lancer dans l'e-sport, c'est déjà une marque qui a des grosses valeurs dans le monde du sport traditionnel, qui a notamment aussi des valeurs, notamment récemment avec les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est quand même une marque qui est très implémentée dans le sport traditionnel. Et maintenant, ça fait quelques temps qu'ils essayent de s'implémenter dans l'e-sport, notamment pour essayer de s'ouvrir aussi à ça, parce qu'ils se rendent compte que aussi l'e-sport, il y a beaucoup de points communs avec le sport. Et pour nous, ce que ça nous apporte, déjà, c'est leur image et leur valeur, déjà, premièrement. Qu'une marque comme elle nous fait confiance à un club comme le nôtre, qui est tout jeune, c'est clair que ça nous pousse à aller beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et surtout, en fait, ça montre aussi, on va dire, à la concurrence, si je peux dire, en tout cas à d'autres clubs qui eux aussi sont en train de se monter, que nous aussi, regardez, on a des marques prestigieuses qui nous font confiance, c'est que on travaille bien, on fait les choses correctement et on sait où on va, quoi. Très bien. Et vous avez d'autres partenariats qui sont prévus ? Oui, on ne peut pas, bien sûr, évidemment, dévoiler le nom de ces partenaires, mais oui, ils sont très intéressants aussi. Voilà, on peut clairement dire que c'est à la hauteur du Coq Sportif aussi, donc c'est d'autant plus bénéfique pour nous dans le sens où ça confirme ce travail qu'on accomplit à chaque fois avec Marvin et Odoxy au sein de la structure. Je me permets de compléter aussi sur le Coq Sportif. Ils sont vraiment dans une démarche d'accompagner l'e-sport, que ce soit à la fin, ils veulent être à la base de l'e-sport, un petit peu à l'image d'Orange. Enfin voilà, ils sont vraiment dans cette optique-là. Et il y a aussi ce côté qui est vraiment super important pour nous et qui le devient de plus en plus, c'est les maillots. Voilà, donc on a la possibilité d'avoir des maillots Coq Sportif qu'on a pensé, imaginé, qu'ils nous ont fait. Et c'est vraiment incroyable. On a été comme des gamins quand on a imaginé le design. Quand on voit les retours de tout le monde qui adore le maillot, enfin, on est vraiment trop contents et ça nous pousse, comme disait Marvin, à aller encore plus loin, et c'est que le début, quoi. Enfin, vous les vendez pour vos supporters, vos maillots, par exemple ? Oui, on a fait une vente suite, justement, on a fait une soirée de lancement, et après cette soirée de lancement, avec les raisons, on a fait une vente. On a eu 25 maillots, donc c'est pas mal pour une première. Franchement, on est super contents, et c'est pas le copain ou la copine, un contact, tonton. C'est vraiment des personnes qui nous suivent via les réseaux, qui ont commandé. Et du coup, même encore maintenant, si vous voulez des maillots, allez-y, ça sera avec plaisir. Vous nous contactez sur Insta et aucun problème. On mettra le lien de votre Insta pour qu'ils viennent acheter des maillots. Et moi, je peux rajouter quelque chose. Du coup, nous, les maillots, c'est prévu que le Coq Sportif en fasse une boutique. Et du coup, forcément, il y aura beaucoup plus de facilité à mettre en avant nos maillots et à ce que les gens puissent l'acheter, notamment. En quoi ça peut être bénéfique pour une marque, justement, de passer à un partenariat ou de faire un partenariat avec une équipe d'e-sport aujourd'hui ? Alors, c'est justement, on en parle assez régulièrement avec Morgane, puisque nous, en ce moment, on est en plein dedans avec les différents partenaires qui commencent à s'y intéresser. Nous, ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est que justement, en fait, déjà, ça leur permet en fait d'aller chercher une cible complètement différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, notamment dans ce qui est tout le classique du marketing, dans les pubs TV, les affiches, je sais pas moi, sur un bus, peu importe. Là, ils vont pouvoir toucher notamment un public beaucoup plus jeune, une nouvelle génération, et surtout
on a des chiffres à sortir qui pour le coup sont réels, puisque nous on a la chance que, comme je le disais depuis le début, que tout est dans le monde digital. Les jeux vidéo c'est dans le monde digital, etc. Donc on va dire pour une marque, ils vont pouvoir s'étendre beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire dans le marketing traditionnel, si je peux dire. Et pour eux aussi, ça leur donne des vraies valeurs aussi sportives. Donc c'est aussi des valeurs sportives que peut-être une marque veut peut-être communiquer. Parce que voilà, le monde du sport, ça donne une très belle image. Hein. C'est le côté de dépassement de soi-même, c'est le côté travailler en équipe. Et donc tout ça pour une marque, c'est sûr que c'est très bénéfique. Et donc nous, on jouit de tout ça. Donc c'est clair que pour une marque, en tout cas de plus en plus de marques s'y intéressent et on le voit de plus en plus. Notamment des marques qui de base, on n'a pas l'impression que ça va venir un jour. Et pourtant on a des marques de bonbons, on a des marques de télévision, de téléphone, de tout ça qui sont dans les partenariats, on va dire classiques, vu que c'est du digital. Mais on a plein d'autres marques qu'on verrait pas forcément dans le monde du sport traditionnel, comme le foot et autres, et qui pourtant sont dans l'e-sport, parce que eux, ils ont un intérêt derrière d'aller chercher un public plus jeune. Et les équipes, elles sont internationales ou c'est vraiment par pays, vous avez des équipes? Alors ça, c'est plus international. Après, évidemment, tout dépend un petit peu de chaque jeu et de ce que veut faire aussi le club. Mais globalement, on va dire, dans le monde professionnel, c'est international, puisque les gros, ce qu'on appelle les majors, ou les ligues, on va dire, internationales, comme sur League of Legends, c'est pas parce qu'un club est français qu'il va avoir 5 joueurs français dans son équipe. Il peut très bien les chercher ailleurs. Et c'est ce que justement, de toute façon, les équipes font, puisque le but c'est d'aller chercher un talent et pas une nationalité à la base. Très bien. Justement, vu qu'on parle des équipes, comment elles sont structurées ces équipes d'e-sport? Du coup, le format un peu basique, c'est bien entendu les joueurs. Du coup, en fonction des jeux, le nombre varie, mais pour le coup, sur League of Legends et Valorant, c'est 5 joueurs. Ensuite, il est très souvent encadré par un manager qui va gérer un peu, les tournois, la recherche de tournois, la recherche d'entraînement pour se préparer à ces tournois, la gestion d'un emploi du temps, un peu toutes ces choses-là. On a aussi très souvent un coach qui va aider l'équipe à performer, à pointer les erreurs du doigt pour les aider à progresser, à souvent leur donner aussi ses clés pour progresser. Après, c'est un peu le format, je dirais, basique. En fonction des besoins de l'équipe, on peut avoir d'autres postes comme par exemple un nutritionniste, on peut avoir un peu un coach mental, on peut avoir si nécessaire un assistant coach. Enfin voilà, le format un peu de base c'est joueur, coach, manager, mais on peut rajouter énormément de choses en fonction des besoins de l'équipe et tout. Donc voilà. Et vous avez des lieux d'entraînement aussi, par exemple? Pardon? Comme une équipe sportive, il y a aussi un lieu d'entraînement, des locaux, quelque part pour vous entraîner en équipe? Ça, pour le coup, ça dépend vraiment des clubs en fonction, du niveau de l'équipe. Souvent, si l'équipe est plutôt amateur, plutôt professionnelle, à un niveau plus professionnel, souvent, les joueurs ont des locaux pour travailler. À un niveau plus amateur, c'est un peu chez soi, à la maison, dans le calme maximal, mais voilà, ça dépend totalement. Très bien. Et comment, justement, une structure d'e-sport gagne de l'argent? Ça peut être notamment par les gains des tournois, donc ce qu'on appelle les cash prize. Au plus le tournoi va être grand, au plus le cash prize va être conséquent. Ça peut être aussi justement par des sponsors, des partenariats, donc échanger de la visibilité, par exemple sur les maillots. Je dis n'importe quoi, mais nous par exemple c'est le coq sportif. Du coup, quand on se déplace et qu'on va faire des tournois, on montre l'image du coq sportif et ça leur fait de la visibilité. Et en fonction des partenariats qu'on a, ils peuvent donner de l'argent en échange de cette visibilité justement. J'oublie peut-être quelque chose, je sais pas les gars si... Non, moi ce que je peux surtout dire, dans un club professionnel, 80% des revenus du club ça va être les sponsors, ça y a pas de doute là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est même dans le sport traditionnel, aucun club n'est rentable aujourd'hui, c'est normal. Après, ne pas être rentable, ça veut pas dire ne pas gagner d'argent évidemment, c'est juste que derrière c'est réinvesti, donc forcément le côté rentabilité n'existe pas. Mais par contre, voilà, donc il y a les sponsors, c'est vraiment les 3/4 du chiffre d'affaires si je peux appeler ça un chiffre d'affaires du club. Et par contre, après, on a aussi le merchandising qui est de plus en plus demandé aussi par les fans. Et donc, c'est pour ça que forcément, pour un club qui vend des vêtements avec son effigie, avec son logo, ou même avec les partenaires aussi qui le suivent, voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi des bénéfices à faire sur le club. C'est là où l'e-sport se développe de plus en plus, c'est que au niveau du merchandising, il y a de plus en plus de demandes. On veut, voilà, je vais prendre l'exemple de la Carmine. Hein. Enfin, c'est ce qui me vient en tête dans un premier temps. Il y a les écharpes, il y a le maillot. Enfin, c'est vraiment par exemple, ils ont fait une édition limitée de maillot, une édition limitée, une édition collector.
elle est partie en 1 minute. La totalité des maillots sont partis en 1 minute. C'est une équipe ouf, de sport, c'est ouf. en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est en train de justement se tendre vers l'équipe, vers comme tout ce qu'il y a dans le sport professionnel en fait. Les maillots, les écharpes, des autographes, même les autographes. C'est tout est en train de faire comme le sport. Et on peut imaginer que dans le monde digital d'avoir des merchandising du style NFT ou pas. Ça commence à être de plus en plus, on va dire, dans la tête notamment des studios de jeux vidéo, parce que c'est à la base des bases. En fait, c'est ça la différence entre l'e-sport et le sport, et qui fait qu'il va y avoir des enjeux différents. C'est que le foot ou le basket, ça appartient à personne aujourd'hui. C'est un sport, c'est pas quelqu'un qui tient ça. Par contre, nous en tant que club, on joue sur un jeu qui appartient à un studio. Et donc là, c'est en fonction du studio, lui, qu'est-ce qu'il projette de faire lui par rapport à ça, et notamment aux NFT. Moi, en tout cas, je sais personnellement que, par exemple, on a Ubisoft qui pense déjà à intégrer des NFT, notamment par le biais de vente de skins, donc qui sont des apparences de personnages, en NFT. Et donc, on pense peut-être que plus tard, ce genre de pratique va se démocratiser pour des skins d'équipe, pardon. On pourra avoir directement, ça existe déjà, bien sûr, des apparences de personnages aux couleurs d'un club, mais justement, ça se transformerait peut-être en NFT, et que du coup après derrière ça serait sur un marché international qu'ils vendraient en tant qu'NFT, et du coup voilà. Donc je pense qu'en tout cas il y a des gens qui y pensent déjà. Aujourd'hui je pense qu'il est trop tôt après pour dire comment ça fonctionne, mais en tout cas je pense que déjà il y a déjà des personnes qui y pensent. Et les carnets Panini avec vos photos, pas encore. Pas encore, mais on y travaille, on y travaille. Bientôt. Et certains comme ça Sorare qui a refait la même chose mais en digital. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup ils ont repris l'idée même des carnets Panini. C'est juste en digital, ça s'appelle Sorare, et les mecs sont licornes françaises aujourd'hui, quoi. On parlait de cash price. Ça fonctionne comment, le cash price? Alors ça dépend des compétitions déjà. C'est forcément une petite LAN en France où voilà, il y a 10 équipes. Le cash price va être sûrement moins important qu'une grosse ligue majeure internationale, ça paraît évident. Mais comment ça fonctionne? Là, tout dépend du coup du jeu, des personnes qui y vont, et notamment aussi des sponsors qui investissent, parce que c'est ça qui amène le cash price souvent. Ça va être les partenaires qui vont investir dans la compétition. C'est ce qui fait le cash prize à la fin. Et les éditeurs, ils participent à ce cash prize là? Alors les éditeurs, ils participent, mais ça va être plus des investisseurs autour de ces ligues ou des sponsors qui vont donner ce cash prize final. Très bien. Je vais me tourner vers toi. Oui. Coup, c'est quoi une journée type d'un joueur d'e-sport? C'est pareil, ça dépend un peu du niveau auquel prétend l'équipe, le niveau que veut atteindre l'équipe en question. Pour le coup, j'ai parlé du cas d'Amazing, puisque c'est ce que je connais. Généralement, le matin, on essaie quand même de faire en sorte que nos joueurs ils aient un bon rythme de vie, un rythme de vie sain. C'est-à-dire qu'on va les pousser, on essaie de les motiver pour ceux qui ne sont pas à faire du sport dès le matin. Après, le midi, on mange et tout. Dès l'après-midi, ça commence à être un peu séance d'entraînement, ça peut être ce qu'on appelle des VOD review, donc c'est-à-dire regarder ce qu'on a déjà fait pour essayer d'apprendre de ses erreurs avec un point de vue un peu plus extérieur que sur le moment. Ça peut être juste de la théorie. Quand on veut faire ça, alors il va falloir procéder comme ça, la théorie. C'est la stratégie tactique. Voilà, exactement. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle des pracs ou des scrims, c'est juste un entraînement pour se préparer à un tournoi. Donc en condition de tournoi, mais des matchs amicaux en fait. Et du coup, c'est un peu à voir en fonction de chaque équipe, ça dépend en fonction de pas mal de choses, mais généralement on fait un peu ça l'après-midi. Et puis le soir, c'est très souvent que des entraînements pour le coup, parce que c'est un peu tard dans la journée pour se rabâcher de la théorie, etc. Du coup, je dirais que c'est ça. Après, ça dépend énormément, du niveau de l'équipe, des disponibilités des joueurs. Mais comme on tend à se professionnaliser, on les habitue déjà à avoir un comportement de professionnel, parce que demain, avec Amazing, on fera tout pour, et on y arrivera, il y a pas de souci. On veut que pour les joueurs, ça devienne leur travail. Donc la barrière à passer de je joue pour m'amuser, c'est mon loisir, je fais travailler pour être le meilleur, c'est complètement différent. Et il y a plein de joueurs qui, arrivés à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils sont pas faits pour ça, en fait. Ils sont pas faits pour travailler, parce que comme dans tout job, il y a des trucs, tu vas adorer le faire, c'est ce que tu fais, t'es super fort, mais la partie théorie, la partie où on va travailler des erreurs, ça c'est pas bien, on va taper sur les doigts. C'est pas embêtant, mais c'est la partie la moins amusante du travail, et ils arrivent pas à suivre. Et les habituer aussi à des horaires. Maintenant tu vas avoir de 20h à minuit, tu vas avoir un entraînement comme ça. À 16h, t'as un rendez-vous avec ton coach pour
du coaching individuel, puis après voilà, c'est leur faire comprendre que maintenant t'es dans la voie de la professionnalisation, et donc bah tu dois être régulier dans ton travail, tu dois respecter des horaires, t'as du staff autour qui t'entoure pour te donner des entraînements réguliers et te suivre, etc. Et donc t'as des choses à respecter et tout le monde les respecte. Et voilà quoi. Et typiquement, ça serait quoi les compétences d'un joueur d'e-sport qu'on lui demanderait? Par exemple, de passer d'un passionné, on se dit lui, il a une vraie carrière qu'il peut mener en tant que joueur d'e-sport. C'est quoi les compétences qu'on peut repérer ou demander? Alors déjà, il peut y avoir la volonté, parce que malheureusement, forcément, nous en tout cas, avec Morgane, on en voit plein des jeunes qui veulent être joueurs e-sportifs parce que ça fait rêver. On joue à un jeu vidéo et on gagne de l'argent grâce à ça, c'est trop bien. Et aujourd'hui, forcément, de plus en plus de jeunes jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, ça on est tous d'accord là-dessus. Par contre, après, pour être professionnel, ça c'est autre chose. Parce que très vite, des jeunes voilà, c'est ce que disait Morgane, de passer 2-3 heures à juste jouer parce que c'est sympa, et passer 2-3 heures où je suis avec un coach, je suis avec un manager, j'ai des choses à respecter. Là, j'ai fait une erreur, mon coach me l'a dit, et je vais peut-être pendant 2-3 heures refaire cette erreur pour m'améliorer et faire toujours la même chose peut-être pendant 2-3 heures. C'est pas la même chose. Donc pour moi, ouais, ça serait la volonté, la motivation, et aussi volonté d'être autodidacte aussi de lui-même. Je dis ça parce que dans le monde amateur, justement, c'est amateur. Et si tu veux être pro, il faut que tu montres dès le départ que t'es capable de passer cette barrière amateur et d'être professionnel dès le départ. Moi, j'ajouterais la rigueur aussi. Je trouve que c'est vraiment très important. Et c'est quoi la durée de vie d'un joueur d'e-sport? En vrai... La durée de carrière plutôt, je n'aurais pas de vie parce que c'est un peu bizarre. Je dirais... ça peut commencer dès 16-18 ans. Donc on peut faire des compétitions dès 16 ans et du coup gagner les prix des compétitions dès 18 ans. Du coup c'est généralement vers cet âge-là que commencent les gens, ou alors la vingtaine, mais généralement pas beaucoup plus tard. Et ça peut durer jusque la trentaine à peu près, mais c'est un domaine assez récent. Du coup c'est compliqué de donner une date de fin de carrière. Ça dépend énormément des joueurs, ça dépend de comment ils sentent, ça dépend des structures, de ce qu'ils veulent, parce que il y a certaines structures qui disent toi t'as 29 ans, je veux pas, tu n'as plus de durée de vie, donc c'est pas intéressant d'investir sur toi. Mais c'est au plus le temps passe, au plus j'ai l'impression que cet âge un peu limite de fin il se rééloigne. Mais ça évolue tous les ans, ça s'allonge en fait. Avant 25 ans, 26 ans, c'était fini. Tu peux plus être joueur, t'as plus de réflexes, plus rien, et en fait, maintenant, on est plus sur du 29-30 ans, facile. C'est une question d'agilité et de réflexe. Il y a les réflexes qui jouent, mais aussi il y a le côté, avoir un joueur qui a joué pendant 10 ans, on va dire, il a commencé à 16 ans, et il arrive à 26 ans. Il a 10 ans d'expérience sur un FPS tactique, par exemple. Il va apporter quelque chose qu'un jeune de 18 ans qui arrive sur la scène, il pourra faire tout ce qu'il veut. Le jeune de 18 ans qui vient d'arriver, il se fera avoir à chaque fois. Parce que l'expérience prime sur les réflexes, par exemple. Ça peut faire la différence de temps en temps, mais l'XP apporte tellement que du coup, on repousse à chaque fois un petit peu l'âge. Et d'où le fait qu'il y a des équipes qui, par exemple, vont prendre quelqu'un d'expérience avec des 4 jeunes. Et du coup, en fait, ça va créer une alchimie entre les personnes qui n'ont pas d'expérience, mais qui sont tout jeunes, donc ils ont full réflexe et très dynamique, avec quelqu'un qui a l'expérience et qui va l'apporter, et du coup, ça va se compléter, quoi. Et comme sur le marché du football, par exemple, il y a aussi des mercatos de joueurs. C'est ça, oui. Donc nous on a la même chose, exactement la même chose. Donc c'est souvent en fin d'année, donc à peu près octobre-novembre que les mercatos souvent ils commencent. Et donc là c'est comme partout. Donc là je vous parle à notre niveau. Du coup il y a les réseaux sociaux qui marchent bien, comme notamment Twitter qui marche très très bien là-dessus. Où on a soit directement les clubs ou nous-mêmes qui avons soit des contacts avec des joueurs par exemple, ou on a directement des joueurs qui ont un profil Twitter et qui vont se mettre comme une candidature, comme un CV en fin de compte, qui sont en recherche d'équipe, ils ont tel niveau, tel truc, etc. Et en fait, nous on les contacte, on les prend en entretien, on discute avec eux, et puis après, s'ils nous intéressent un peu plus, on les met en test directement sur le terrain, et voilà. Et puis c'est comme ça qu'on crée quelque chose, et qu'à la fin on a notre équipe. Et après, dans le monde professionnel, là c'est complètement différent, parce que là on parle de contrat. Et donc là tout dépend des contrats. Évidemment, il y a une équipe qui peut racheter un contrat, ce qu'on appelle des clauses de buyout, mais là du coup il faut racheter le contrat. Donc forcément, il faut sortir un peu plus d'argent si on veut vraiment absolument ce joueur. Et là, tout dépend après des conditions du contrat, de si le joueur nous intéresse ou pas, si le club aussi souhaite
que son joueur aille dans un autre club ou non. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Le premier exemple qui me vient, c'est le foot, c'est la même chose. Alors voilà, faut se donner cette image. C'est la même chose. C'est pareil. Et les prix sont aussi astronomiques. Alors pas encore, non, mais pas encore. Mais on parle déjà à plusieurs millions déjà, oui, bien sûr. Ça évolue énormément. Les meilleurs joueurs, oui, c'est plusieurs millions. Les meilleurs joueurs, oui, c'est plusieurs millions. Nationalité. J'ai une idée. Quelle nationalité ils sont, ces meilleurs joueurs? Eh ben, suédois, par exemple, il y a un suédois, Rekles notamment, qui est un des meilleurs joueurs du monde sur League of Legends. Voilà, qui a été racheté près de 2 millions en contrat sur 2 ans par la Carmine Corp notamment pour la LFL, qui est la première division de League of Legends en France. Voilà, donc 2 millions. J'imagine qu'il y a aussi des grands événements comme un peu la Coupe du Monde ou d'autres dans l'e-sport. Vous en avez quelques-uns. Oui, on a les Worlds par exemple de League of Legends qui sont les championnats du monde. Notamment, voilà, dernièrement ça s'est passé en Chine, hein, et donc il y a une ouverture, donc il y a même une cérémonie avec un spectacle, un peu comme les entrées, par exemple aux Jeux Olympiques où au début il y a de la musique, etc. C'est exactement la même chose. Donc tout est mis en œuvre en fait par le studio notamment qui travaille. Et derrière, voilà, il y a après la cérémonie, les matchs ils commencent, il y a des brackets, il y a le tournoi, il y a des broadcasts de la compétition avec des centaines de milliers de spectateurs tous les jours dans différents pays. Et voilà, donc on a les Worlds, on a tout ce qui est les majors de Counter-Strike aussi qui marchent très très bien, voilà, comme le SL, comme le Katowice, et tous ces trucs là. Et puis voilà, globalement il y a Overwatch aussi du coup. Overwatch qui a son public quand même. Overwatch qui a son public, mais que aujourd'hui malheureusement le studio Blizzard en ce moment a des soucis autres qui fait qu'aujourd'hui il se concentre moins sur l'e-sport qu'il y a quelques années. Mais oui, globalement on a la même chose que dans le foot ou même d'autres sports, on a nos compétitions phares dans l'année tous les ans. Et il y a des diffuseurs aussi. J'imagine qu'il y a des diffusions. Alors là, du coup, nous c'est différent. Forcément, c'est pas des chaînes télévisées, hein, c'est pas France 2 ou autres qui vont rediffuser. Mais ça arrivera, ça c'est sûr. C'est Canal+ qui s'était intéressé à un moment, je crois, non? Alors, il y a des émissions e-sportives, notamment sur la TNT, il me semble qu'il y a l'ES1 qui existe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, on va pas pouvoir voir un match de League of Legends sur notre télé en allumant notre télé comme ça. Mais ça arrivera un jour ou l'autre, ça on le sait. Mais aujourd'hui, voilà, on a des boîtes de production, hein, très clairement, qui en fait ont un contrat avec, par exemple pour League of Legends, ça va être avec Riot Games, qui est le studio derrière le jeu. Ils ont un contrat avec eux, qui du coup deviennent en fait le diffuseur officiel, par exemple pour la France. Il y en a un autre studio qui va devenir diffuseur officiel pour, par exemple la partie Allemagne. Etc. C'est diffusé où, par exemple, ça? Et ça, c'est diffusé sur Twitch. C'est la plateforme numéro 1, on va dire, pour n'importe quelle scène e-sportive. Et on a un peu de YouTube, notamment Overwatch, qui sont passés sur YouTube il y a quelques temps maintenant. Et ces grandes compétitions c'est rediffusé en ligne, mais ça se déroule dans un stade, par exemple. Oui, voilà, c'est en ligne. Un stade de France rempli avec les deux équipes, par exemple, qui jouent pour la finale, qui sont au milieu, et tout le monde regarde comme si c'était un match de foot. Voilà. Et il y a le stade rempli, et pareil. Il y a aussi des commentateurs, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Des casteurs. C'est quoi, justement, les métiers, par exemple, autour de l'e-sport qu'on peut retrouver? On peut mettre une entreprise, tous les métiers qu'il y a dans une entreprise, on les met dans l'e-sport. Donc, il y a, donc on parlait manager, coach, là c'est un petit peu plus sport, mais on a aussi, ça peut être un trésorier, la comptabilité. Tous les métiers de com, les métiers de marketing, il y a des gens qui vont s'occuper des partenariats, il y a des gens qui vont s'occuper du merchandising, il y a des gens qui vont s'occuper de faire développer le club d'un point de vue sport. On a notamment les bons exemples avec Vitality, qui ont recruté des personnes qui ont travaillé dans le sport traditionnel. Et donc c'est pas anodin, parce qu'au final, ça apporte aussi beaucoup au club, parce que ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience dans le monde du sport vont l'apporter dans l'e-sport, et donc vont permettre d'avoir des vrais suivis, par exemple, sur des joueurs, vont permettre aussi de faire développer le club d'un point de vue vraiment sport pur. Et puis voilà, à côté, oui, il y a tout le marketing, la communication, les réseaux sociaux. Mais il y a aussi, comme on l'a dit juste avant, les casteurs, les commentateurs de match. Ouais. Il y a tout ce qu'on retrouve dans le sport, finalement, on le retrouve dans les sports. Les fans. Les fans. Oui, logique. Toi, tu parlais de Jeux Olympiques. L'e-sport comme discipline olympique, c'est possible? Oui, c'est possible. Ça a déjà été le cas, notamment cet été avec le jeu qui s'appelle Rocket League, où ils ont fait comme un premier test, si je peux dire, qui a plutôt bien marché et qui s'est bien déroulé. Aujourd'hui, c'est encore en pourparlers, on va dire, à ceux qui dirigent tout ça, parce que c'est pas facile. Évidemment, il y a des pour et des contre, parce que forcément, il y en a qui vont dire que c'est pas physique, etc. Parce que il y a pas ce côté où je cours. Globalement, oui, c'est sûr que le personne ne va pas courir avec son ordinateur dans les mains. Ça, on l'a tous compris, mais au final, le côté physique
et aussi dans la tête, hein, parce que au final les joueurs de fléchettes, c'est un sport, les joueurs du tir à l'arc c'est un sport, les joueurs voilà, il y a plein de sports au final qu'on se rend compte, c'est pas spécialement physique, mais il y a aussi dans la tête. Et par rapport à ta question notamment des Jeux Olympiques, ça va arriver. Par contre, ce qui va se faire notamment, ça va être l'e-sport va être une discipline à côté. Ça va pas être dans les Jeux Olympiques, mais ça va être un peu e-sport olympique quelque chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment tout le côté e-sport olympique qui va être à côté des Jeux Olympiques. Ils vont être pas forcément ensemble vraiment en interne, mais il va y avoir quelque chose, ça c'est sûr. Et du coup, il y aura des équipes nationales aussi? Oui. Et oui, ça risque d'arriver. Oui. Pour certains jeux, je pense Sur notamment à Overwatch, c'est déjà le cas. On avait des coupes du monde, du coup, qui n'étaient pas la ligue principale. La ligue principale s'appelle l'Overwatch League. Mais on avait des coupes du monde où c'était vraiment, oui, bon voilà, là c'est la France contre les États-Unis. Et je pense que, pour le coup, je connais l'exemple d'Overwatch, mais ça doit être le cas sur pas mal de jeux. Ça a été le cas, notamment c'était avec Rocket League, où du coup, ça a été Vitality qui se sont entre guillemets transformés, si je peux dire, en France en fait. C'est eux qui représentaient la France. Et donc on disait pas que c'était Vitality, on disait que c'était la France. C'est quoi selon vous l'évolution de l'e-sport dans les années à venir? Alors moi, ce que je pense, c'est notamment, je vais reprendre ce qu'avait dit il y a quelques temps Neo, qui est un des représentants, qui est même le représentant et le président de Vitality. Je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'un jour, on pense très clairement que par exemple au Stade de France, et c'est déjà le cas en ce moment, c'est en train de se passer, au Stade de France, demain, on va pouvoir payer son billet et aller voir, Vitality contre Fnatic, un match de League of Legends, et comme un match de foot. Ça, c'est sûr, ça va arriver, c'est en train de se négocier petit à petit. Et on pense très clairement que petit à petit, ça va commencer à arriver aussi dans les foyers traditionnels. Hein. Donc voilà, on va pouvoir allumer notre télé et regarder un match de League of Legends, un match de Valorant, supporter nos équipes, qu'on va peut-être aussi commencer à avoir de plus en plus de boutiques de clubs e-sportifs dans les villes, voilà, pour acheter du merchandising, des maillots, etc. On va vraiment se rapprocher du sport, je pense. Au plus les années vont passer, au plus, je dis n'importe quoi, mais League of Legends, ça va être le foot, mais d'internet, un peu. C'est le sport de demain, très clairement, il y a zéro débat. Ça fait parler, parce que en fait, il y a, c'est pas un problème, mais en gros, nous, on est arrivé, on avait les jeux vidéo déjà. On a joué aux jeux vidéo, on a grandi avec les jeux vidéo. Et en fait, ce qui va faire que ça va se développer, c'est que nous, on va vieillir, on va avoir des enfants. Donc nous, on va regarder les matchs, les compétitions, par exemple. Et ça va eux aussi. Ils vont être baignés là-dedans, comme moi, j'ai été baigné dans le foot. Et du coup, j'ai grandi, j'ai voulu faire du foot. Là, ils vont grandir, ils vont vouloir faire, par exemple, de l'e-sport. Ça va de soi. C'est l'éducation, ils grandissent comme ça. C'est logique. Et moi, le premier exemple qui me vient, c'est Vitality avec le V-Hive. Ils ont fait une espèce de coffee shop avec leur boutique. Ils ont des PC. Ils ont fait un petit mélange où tu peux venir te détendre, prendre un petit café, jouer et acheter mon maillot. C'est vraiment ce côté qui est assez sympa. Ils ont tout regroupé et ça va être ça de plus en plus. C'est sûr. Puis on a notamment aussi ce qui se démocratise de plus en plus. Notamment, on l'a vu avec la Carmine, où ils ont commencé à créer des événements qu'ils appellent par exemple le KCX, qui sont des événements par exemple qui vont faire un show match. Donc c'est-à-dire que c'est juste un match amical, mais juste pour faire du spectacle, très clairement. Et en fait, ils vont, par exemple, aller voir l'Olympia, et ils vont avoir un partenaire avec l'Olympia, et ils vont faire un show match là-bas, et vont vendre des billets pour aller voir le match. Et derrière, va y avoir tout un truc autour de créer. Et ça, c'est en train de se faire de plus en plus, et il y a de plus en plus d'équipes qui sont en train de se tourner vers ça, parce qu'ils voient que ça marche super bien, que ça crée aussi du contenu, ça crée aussi de l'intérêt envers les fans, et donc de l'intérêt envers les fans, ça permet aussi de créer de l'intérêt sur son club, et donc aussi de vendre quelque part son merch derrière. Voilà, c'est des choses qui arrivent de plus en plus, notamment on le voit par exemple aussi même dans les Jeux Olympiques ou autres, tout ce qui est fan zone, etc., qu'on connaît aujourd'hui, ça arrive dans l'e-sport aussi. Voilà. Et donc on pense que l'e-sport, en tout cas, c'est clair que ça va vraiment, comme disait Doxy, ça va devenir le sport de demain. Dans ce domaine-là, au sein de l'e-sport, il y a vraiment on est tous, on pense tous la même chose, on parle le même langage. On est vraiment dans cette idée de développer l'e-sport. On a tous cette envie de sensibiliser les gens à l'e-sport et ces show matchs. C'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui ne connaît pas l'e-sport, qui ne sait pas, il va regarder, il va voir l'engouement qu'il y a autour de cet événement et il peut pas nier, avec ce show match là, on peut pas nier tout ce qu'il y a autour en fait. C'est impossible, ça fait vraiment. De toute façon, nous on le voit même dans nos familles. Moi personnellement, dans ma famille, spécialement l'e-sport, ils étaient pas forcément sensibles à ça. Et quand ils ont vu, justement, le coq sportif,
voilà, comment ça se passe, ah bon, t'as des joueurs, ils ont des plannings, ils ont des trucs réguliers, machin, et en fait ils se rendent compte que mais en fait c'est comme s'ils étaient dans un club de foot, ils ont des entraînements, des machins, et en fait petit à petit les gens se rendent compte que c'est plus comme il y a 10-15 ans où on nous prenait tous pour des gros geeks boutonneux devant nos PC dans le noir sans lumière et on n'avait pas d'amis. Au final, je pense qu'on est les mecs les plus sociables au monde, limite grâce à ça, et qu'aujourd'hui c'est très c'est plus que jamais en train de se développer, et que on est qu'au début, quoi. L'e-sport de toute façon s'inspire du sport et inversement. Parce que notamment avec le Covid, on l'a vu, le sport ça a été un peu difficile avec ça, et on a certains athlètes qui se sont mis par exemple à streamer, à jouer, voilà, on a Gaël mon fils qui jouait à un jeu vidéo, et ça marchait bien. Et donc voilà, donc pareil pour l'anecdote, récemment là on a vu Gotaga avec le PSG, le Paris Saint-Germain. C'est là pour le coup c'était le Paris Saint-Germain qui a présenté une vidéo avec Gotaga et Dwagby où ils jouent à FIFA justement, donc contre Mbappé, contre Hakimi, voilà, ils jouaient l'un contre l'autre, et en fait c'est des jeunes joueurs, et eux ils ont grandi avec le jeu vidéo, ils jouent énormément, et ça match énormément en fait. Enfin, ils jouent sur leur jeu, c'est des footballeurs, ils jouent au foot, mais c'est apprécié et par les personnes qui regardent le foot, les spectateurs de foot, et ceux qui regardent l'e-sport, et du coup ça match très 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 bien. Avant de se quitter, le prochain grand flip, c'est pour quand? Eh bien, c'est quand on sortira de ce monde amateur et qu'on sera professionnel, c'est-à-dire qu'on pourra avoir nos locaux, qu'on pourra mettre sous contrat nos joueurs, et tout simplement vivre de cette passion qui nous anime depuis maintenant plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip. Merci à toi, Serge. Et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?